Aujourd'hui, on se retrouve devant Alexandre Tsilenkov, CEO de NFT Paris. Alexandre, bonjour. Bonjour Lou, Comment ça va? ça va très bien aujourd'hui, un peu dans le rush, mais ça va. On imagine, puisque les 13 et 14 février aura lieu la 4e édition du NFT Paris à la Grande Halle de la Villette. Donc c'est le plus grand salon européen dédié au Web3, rien que ça. On attend cette année 20 000 visiteurs et 400 intervenants. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots en quoi consiste ce salon, comment il est né, voilà. Bien sûr, alors c'est un salon, comme tu l'as dit, c'est la 4e édition. Donc on a fait une première édition assez petite à Station F, ensuite on a fait 2 éditions, on a vraiment scalé l'événement au Grand Palais éphémère. Et là on arrive sur une édition qui est vraiment notre édition de maturité, où on a davantage de sujets. Donc là cette année, avant on n'avait que les NFT, cette année on va avoir la finance, on va avoir le Bitcoin avec Ordinals Paris, on va avoir l'intelligence artificielle. Donc c'est une année d'expansion, une année très particulière et la nature de l'événementiel, c'est que c'est toujours une surprise. Donc je sais ce que ça a donné les années précédentes. Cette année, c'est vraiment l'année de l'expansion, donc c'est assez excitant. Est-ce qu'on a des nouveautés cette année peut-être à partager? Avant, on était effectivement que sur la partie NFT Collectibles. Donc on traitait de certains sujets, on traitait du gaming, de la mode, de l'art. Donc vraiment, comment est-ce que ce qu'on appelle les NFT peuvent avoir une adoption de masse. Donc ça, c'était le sujet d'avant. Et maintenant, on prend des diagonales qui sont complètement différentes. Donc on a une diagonale sur l'IA générative. Donc il y a des cas d'usage très B2B, donc c'est complètement différent. Et on a aussi des cas d'usage dans la finance qu'on ne traitait pas du tout avant. Donc on a des cas d'usage cette année qui sont beaucoup plus B2B, alors qu'avant, c'était réservé B2C. D'accord. Alors B2C, du coup, quelle est la perception, selon toi, que le grand public français a des NFT, enfin du Web3 en général? On a interrogé plusieurs personnes autour de nous et en fait, il y en a qui sont vraiment sceptiques. C'est un univers qui est complètement, très compliqué pour eux et ils savent pas trop. Ils s'intéressent, mais on sent que le langage est très spécifique et que, ils essaient de comprendre. Mais bon, c'est quoi ta perception en fait par rapport à ça? Les NFT, c'est une classe d'actifs qui a explosé en 2021. Donc, il y a quand même eu toutes les stars du monde entier qui ont minté un NFT, Justin Bieber. Ça, sur les réseaux Donc, sociaux, c'était vraiment trendy à l'époque. Et après, c'est une classe d'actifs qui a fait moins 98% en termes de performance financière les 2 dernières années. Donc, ça donne une idée de la perception du public. Évidemment, elle n'est pas très bonne sur les NFT. Les NFT, c'est quand même teinté d'une perception d'un truc surspéculatif, qui n'a pas d'utilité, qui est dans un monde purement virtuel. Donc je pense que les gens ont du mal à saisir aussi cette notion de... Ça paraît pas concret, contrairement à l'immobilier, par exemple, qui est beaucoup plus concret comme investissement. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, ces dernières années, puisque ça fait 4 ans que le salon existe, on a vécu le moment de descente aux enfers. Et maintenant, on vit un peu le moment de la remontée douce. Et les gens, en fait... ont une perception plus neutre aujourd'hui et une adoption avec des entreprises qui sont rentables. Il y a plus d'entreprises rentables. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train de se stabiliser et pour le grand public, ce sera une adoption plus lente. Et je pense que sur les 10 prochaines années, tout le monde est voué à trader des NFT d'une manière ou d'une autre, qu'ils le sachent ou non, et ils le sauront probablement pas. D'accord. Et alors là, on parlait donc du public français. Est-ce que... par rapport à l'international, la France, c'est quoi son rapport à l'adoption des NFT? Parce que est-ce qu'on est un peu en retard? Est-ce qu'on s'y met? Ça, c'est un peu... On a l'impression que les autres pays sont un peu plus avancés, notamment les États-Unis, je pense. Est-ce que la France, on suit la tendance ou pas? On n'a pas le même marché que les États-Unis, c'est sûr. Donc, on a quelques entreprises françaises qui sont des très grosses entreprises. Donc, on a Ledger, qui est quand même une entreprise leader dans la sécurité. On a The Sandbox, qui est une entreprise leader dans le métavers. On a Ariani, qui est une entreprise leader sur la traçabilité. Donc, on a quand même des entreprises qui dominent l'industrie. On n'est pas trop mauvais sur la partie finance aussi. Okay. Donc, là, c'est plus d'ailleurs crypto que NFT. Et c'est effectivement pas comparable au marché américain. Et là, je pense qu'on est à un moment clé juste dans l'histoire, avec l'intelligence artificielle d'un côté et la crypto de l'autre, avec les États-Unis qui accélèrent le passage de Trump avec un conseiller Elon Musk qui font que parler de ça, qui veulent créer une réserve stratégique. Et nous, on est plutôt en train de prendre du retard avec globalement, maintenant, c'est un combat entre la Chine
et les États-Unis, et puis l'Europe qui est moquée parce qu'en fait, on fait que s'occuper de la régulation. Donc l'Europe, c'est effectivement, je crois qu'on est fiers d'avoir MiCA, qui est un framework européen pour les actifs digitaux. Donc on a des régulations, on est toujours les premiers sur les régulations. Malheureusement, je ne pense pas que ça suffira parce que c'est une industrie naissante et du coup, on a besoin d'innovation. Donc moi, je suis attaché à Paris, je suis attaché à la France. J'espère qu'on va réussir, mais c'est un moment qui est un peu clé et ça peut aller très vite. Donc je pense que dans les 5 prochaines années, il va falloir se réveiller fortement sur la partie crypto et intelligence artificielle. Sinon, on va en payer le prix dans les années à venir. Donc juste le début, en fait, d'où l'intérêt des NFT Paris au final. Tu arrives quand même à regrouper l'international dans un seul et même lieu. Ça a l'air de bouger beaucoup. Il y a des univers complètement différents. Donc c'est pas mal. En fait, ça peut aussi offrir au public une vision de tout ce que le Web3 peut toucher comme différents domaines. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ok, alors nous, du coup, en parlant de domaine, on amène le nôtre, l'immobilier, avec pour la première fois, le Club France Immo participera à cette manifestation. Comment tu vois aujourd'hui l'adoption du Web3 dans l'immobilier ? Est-ce que pour toi, c'est une simple tendance ou est-ce que pour toi, ça sera une transformation qui sera durable ? Je pense que c'est une transformation durable. Nous, on a un salon qui s'appelle RWA Paris. RWA, ça veut dire Real World Assets. Et du coup, c'est les assets dans le monde réel. Donc, on parle vraiment de choses qui existent en vrai. Et donc, parmi la classe d'actifs la plus importante dans le monde réel, c'est quand même l'immobilier. Donc, c'est une classe d'actifs majeure. Et la théorie, en fait, des gens dans la finance, des gros de la finance, BlackRock, toutes les banques, c'est que l'ensemble de ce qui est des actifs dans lesquels on peut investir vont passer sur la blockchain. Donc, on va pouvoir investir dans des actions sur la blockchain, dans l'immobilier sur la blockchain, parce qu'en fait, c'est juste plus efficace de déplacer de l'argent et plus sécurisé de déplacer de l'argent sur la blockchain. Donc, inévitablement, je pense que l'investissement dans l'immobilier se fera sur la blockchain. Les titres de propriété, donc, qui aujourd'hui sont chez les notaires, seront très probablement des NFT. Donc, en fait, c'est vraiment, faut penser à ça comme l'infrastructure qui sera en fond quand il faut faire des transactions, qui sera bien plus efficace que ce qu'on a aujourd'hui. C'est un nouveau mode en fait de transaction sécurisé. Ok. Et moins cher. Et moins cher, oui, parce qu'il y a une personne en moins dans le deal. Exact. Ok. Dans l'immobilier, on voit beaucoup donc d'IA. Peut-être que tu te m'arrêtes si je me trompe, mais c'est ce qui est le plus développé. Il y a aussi beaucoup le sujet de la tokenisation immobilière qui permet d'acheter donc des fractions de biens via la blockchain sécurisée. Est-ce que tu penses que ce modèle, il pourra se démocratiser dans l'investissement immobilier plus tard ? Non, il y a deux questions. Il y a deux questions dans ma question, c'est vrai. Mais pour la dernière question, est-ce que ça peut se démocratiser ? Oui, je pense que de toute façon, on va inévitablement vers l'investissement qui est plus ouvert. Donc aujourd'hui, pour les actions, on a plein d'applications. On peut investir sur Revolut, alors qu'avant, c'était réservé à une élite. Et je pense qu'on va vers, que ce soit dans les petites startups, que ce soit l'immobilier, on va vers juste une expansion de l'investissement et une possibilité pour tous les acteurs d'investir sans forcément passer des certifications. Aujourd'hui, avec la blockchain, n'importe qui peut accéder à n'importe quelle plateforme, certaines qui ne sont pas très régulées. Comme on ne passe pas par des banques, il n'y a pas les mêmes obligations, disons, réglementaires. Et du coup, on peut déjà participer, peu importe quel investisseur on est, à des investissements sur des projets immobiliers. Donc moi, je crois beaucoup à la démocratisation en général de l'investissement et du coup, l'immobilier fait partie d'une classe d'actifs qui va être de plus en plus démocratisée. Ensuite, sur la partie intelligence artificielle, je pense que... Alors, il y a plusieurs sujets. Alors, justement, excuse-moi, je te coupe. Pour la première question, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre IA et réalité virtuelle ? Peut-être que c'est un peu abstrait pour nos auditeurs et pour ceux qui commencent à s'intéresser au Web3. Okay. L'IA, ça va être par exemple s'il y a la génération d'environnements 3D avec la technologie IA. Donc si on s'amuse à... Parce qu'aujourd'hui, je pense que générer des environnements 3D, par exemple reproduire des immeubles, reproduire l'intérieur de l'immeuble, ça prend du temps et c'est modélisé par des tonnes de gens. C'est ça. Donc effectivement, à ce moment-là, on peut utiliser l'intelligence artificielle
pour réutiliser des bases de données d'immeubles qu'on a déjà, et puis en tapant un prompt, donc en disant ok, j'ai besoin d'un immeuble de 18 étages avec ci, avec ça, et on pourra avoir une modélisation qui est générée par une IA de l'environnement 3D, et après on met un casque VR qui est une technologie complètement différente pour visualiser. Je pense que l'intelligence artificielle, bon, déjà c'est une technologie bien plus mature que les NFT ou la blockchain, parce que c'est une technologie où il y a un ROI et qui fonctionne bien dans le traitement des données. Donc j'imagine que les données, c'est quelque chose d'important dans l'immobilier, notamment ne serait-ce que pour l'investissement immobilier. Donc savoir quels sont les prix dans différentes régions, quel est le prix du mètre carré, quel est le prix de revente, et puis du coup à quel endroit il y a une opportunité. Et ça, processer des données, c'est pas facile pour un être humain. Donc c'est plus facile pour un ordinateur où on peut effectuer des calculs, et c'est plus facile pour un ordinateur intelligent. Donc globalement, quand on a de grosses bases de données qu'on peut exploiter, l'intelligence artificielle a un cas d'usage. Donc j'imagine que ça va être très utile pour les fonds d'investissement en immobilier. On est encore au début, je pense. En vrai, on n'a pas vu encore beaucoup d'exemples, mais on n'est pas là pour rien parce qu'on pense que ça promet. Ok. Peut-être qu'on pourrait parler métavers maintenant. On dit métaverse ou métavers ? Je pense qu'on dit métavers en français, ouais. Est-ce qu'on a un avenir dans le métavers immobilier ? Donc, si j'ai bien compris, c'est un univers parallèle où tout est représenté comme dans la vraie vie, mais dans le digital au final. Alors, j'ai vu il y a 2 jours une vidéo d'un supermarché qui était représenté dans le métavers où on pouvait acheter et faire des courses et mettre dans son caddie et tout ça. Moi, ça me paraît complètement lunaire parce que je me dis, bon, au final, comment je vais manger, quoi. Mais j'ai vu que la personne achetait, vraiment. Est-ce que dans l'immobilier, on pourra acheter un bâtiment dans le métavers, ou si c'est déjà le cas, peut-être, des surfaces, je sais pas, des villes. Comment ça se passe en fait dans le métavers pour l'immobilier, à ton avis ? Métavers, c'est une notion qui a explosé en 2021, mais qui pose confusion parce que si c'est purement un univers virtuel, on pourrait parler... Enfin, il y en a plein des univers virtuels. C'est les Sims, c'est Mario Kart, il est déjà un univers virtuel. Enfin, je veux dire, ça parle. on aurait pu mettre un bâtiment dedans, ce serait la même chose. Enfin, on peut déjà être un personnage dans un univers virtuel et faire un ensemble d'actions. Donc, quand tu es un Sims, tu peux déjà te rendre dans un supermarché et faire tes courses. Donc, vraiment, en fait, ça a explosé en 2021 parce qu'il y avait l'alliance de ce qu'on appelait métavers. C'était des univers où il y avait aussi la notion de blockchain dedans. Donc, c'est quand les deux sont reliés. Donc, quand les deux sont reliés, par exemple, The Sandbox, c'est un métavers. Donc, il y a un ensemble de terrains, un ensemble de bâtiments. Et tous ces terrains et tous ces bâtiments sont des NFT. Et que tu peux les acheter et ils sont vraiment à toi. Donc, on crée un monde numérique. En soi. C'est ça. C'est déjà un peu d'immobilier dans le métavers, en fait. C'est déjà le cas. Il y a des entreprises, du coup, qui avaient... La vraie révolution, c'est qu'avant, quand on crée un monde virtuel, c'était forcément sur les serveurs d'une entreprise. Et du coup, quand tu achètes un bien immobilier, par exemple, dans les Sims, bah, si le serveur des Sims plante, bon, bah, c'est plus à toi. Et puis, c'est ça. Tout l'historique est effacé. Alors que sur la blockchain, comme c'est un registre public et partagé sur plein d'ordinateurs, en fait, c'est une base de données copiée sur plein d'ordinateurs, pour la faire très très simple. Et globalement, si tu achètes un immeuble et que c'est enregistré sur la blockchain, bah, c'est enregistré à jamais. Donc si tu retrouves ta cession sur un autre ordinateur, bah, ce sera effectivement à toi. Tout le monde sait que c'est à toi, mais personne ne peut le toucher, c'est ça ? Tout le monde sait, tout le monde peut le voir, tout le monde peut le toucher. Ouais. Oui, mais il faut diriger dans le sens où on sait que c'est à toi, et comme dans la vraie vie en fait. Ouais, c'est comme un certificat de propriété par exemple qui serait chez le notaire. Sauf que pareil, si l'office du notaire il brûle, bon bah ça n'arrive pas en théorie, mais c'est long. On voit les délais par exemple quand tu achètes un bien immobilier. Bah là, l'idée, c'est que ce soit instantané. Tu peux faire un échange avec quelqu'un qui est en Chine, et puis tu peux lui acheter son immeuble, et puis... Ah ouais, c'est aussi rapide. Donc ça va, je pense, vraiment accélérer les transactions immobilières. Et en fait, c'est de rendre les marchés efficients. Donc pouvoir acheter rapidement, revendre rapidement, et pour pas cher, pas avec des frais de transaction énormes en plein milieu, et si possible à l'international. Donc permettre à des investisseurs étrangers d'investir en France, et nous investir facilement dans n'importe quel pays du monde. Aujourd'hui, c'est un marché, je pense, qui n'est pas du tout facile d'accès. Genre, si tu veux acheter un immeuble dans un pays étranger, je pense que c'est pas simple. Ah oui, c'est clair. Il y a beaucoup d'étapes à passer et je pense pas que ça soit aussi rapide que le Web3. Ok. On va faire un petit mot sur l'avenir du coup. C'était une belle transition. Le marché de l'immobilier dans 10 ans, tu le vois comme ça ? Est-ce que
on sera tous aptes à acheter des logements ou des espaces de bureaux grâce au Web3. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de barrière technologique à faire ça. Donc, on a déjà un registre public. Par exemple, la blockchain Ethereum, c'est un registre dans lequel de plus en plus d'actifs financiers vont être tokenisés. Ça veut dire qu'ils vont être mis sur cette blockchain, enregistrés. Donc, théoriquement, on pourrait utiliser Ethereum pour enregistrer l'ensemble des immeubles sur Paris, par exemple, et effectuer des transactions. Maintenant, il y a aussi un deuxième sujet, c'est que il faut que la réglementation suive. Et ça, j'ai moins de contrôle là-dessus. Et en gros, on verra de belles innovations où tu pourras investir dans certaines parties du monde très facilement, acheter et revendre des biens très facilement, mais des parties du monde où la réglementation est plus souple. Oui, d'accord. Donc en fait, on l'aura bien compris, c'est un écosystème en constante évolution qui nécessite à la fois de la réactivité, je dirais, et une certaine attention vis-à-vis des innovations naissantes. Merci Alexandre de nous avoir offert un bon aperçu et de nous donner envie d'en savoir plus sur le Web3. Donc c'est ainsi que s'achève le premier épisode du Club Francimo. Alexandre, nous on se retrouve au salon NFT Paris et d'ici là, bon courage. Merci beaucoup Lou. Merci. À bientôt. Au revoir.